Bonjour, je m'appelle Étienne Patot, je suis professeur de droit privé à l'université de Paris 1, l'école de droit de la Sorbonne. Les premiers arrêts que j'ai commentés en matière de citoyenneté européenne, c'était des arrêts qui touchaient à des questions qu'on pouvait penser être au cœur de la souveraineté de l'État, qui était la nationalité. Je pense au premier coup de tonnerre, alors finalement qui n'a pas été suivi de beaucoup d'effets, mais qui quand même a fait beaucoup réfléchir la doctrine en Europe, qui est cette affaire Rothman, qui concernait la nationalité, qui concernait plus exactement l'articulation du droit autrichien et du droit allemand de la nationalité, puisqu'il s'agissait d'un Autrichien qui avait acquis une nationalité volontairement en Allemagne et qui, du fait du droit autrichien qui refusait la double nationalité, avait perdu sa nationalité autrichienne, et dont on s'est rendu compte, ou les autorités allemandes se sont rendues compte quelques temps après, qu'il avait obtenu la nationalité allemande suite à des déclarations frauduleuses. Et lui ont donc retiré leur décision de naturalisation. Ce qui fait que M. Rothman s'est trouvé apatride, et de ce fait sans citoyenneté européenne. Et la question s'est posée de savoir devant la Cour si le retrait de cette décision de naturalisation avait un impact ou devait être contrôlé sous l'angle de la citoyenneté européenne. Alors, la réponse de la Cour est très prudente, mais enfin elle a montré quand même qu'elle n'excluait pas de contrôler des décisions qui sont ici au cœur de la souveraineté des États, qui sont les décisions en matière de nationalité. Et là, je crois que c'est un débat qui est très, très important et très intéressant, parce qui montre bien comment le droit de l'Union européenne, en conférant des droits individuels à des personnes, des droits qui sont qualifiés de fondamentaux à des personnes, en affirmant, selon la fameuse formule de la Cour de justice de l'Union, que la citoyenneté européenne est le statut fondamental des ressortissants des États membres, comment le droit de l'Union européenne permet à des individus de s'opposer à des décisions, même dans ce qui est constitutif du bastion de souveraineté des États, en l'occurrence la nationalité. Et c'est très frappant de constater qu'il se passe des choses à peu près identiques du point de vue sous l'angle du droit plus traditionnel, des droits fondamentaux, c'est-à-dire sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme elle-même a montré, avec beaucoup de prudence, à nouveau, je crois qu'il ne faut surtout pas surinterpréter les choses, mais a montré quand même qu'elle envisageait de contrôler les mécanismes d'attribution ou de retrait de la nationalité. Évidemment, ça c'est une question qui a pris beaucoup d'ampleur lorsque, à la suite des attentats terribles qui ont frappé notamment la France, mais pas uniquement, on s'est remis à réfléchir aux mécanismes de déchéance de la nationalité. Ici, très clairement, la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme ont montré qu'elles entendaient exercer un certain contrôle, même si ça reste un contrôle assez léger. Et la citoyenneté européenne, c'est aussi l'accès plus traditionnel à la libre circulation. Alors de ce point de vue-là, les choses sont désormais très, très bien balisées. Et puis l'accès à l'égalité de traitement. Et de ce point de vue-là, les 6-7 dernières années ont été des années d'évolution très forte et d'évolution en dents de scie, et des évolutions assez étonnantes. Parce que d'un côté, la Cour de justice a adopté des décisions assez fortes. On se souvient par exemple de l'affaire Zambrano, dans laquelle la Cour de justice a affirmé une sorte de droit du citoyen européen à ne pas être éloigné du territoire de l'Union, alors même que l'applicabilité du droit de l'Union était quand même discutable, parce que M. Zambrano n'avait pas exercé son droit à la mobilité, enfin les enfants de Zambrano en l'occurrence, qui étaient des enfants belges, n'avaient pas exercé leur droit à la mobilité, puisqu'ils étaient en Belgique et n'avaient jamais quitté la Belgique, et que M. Zambrano lui-même venait d'un pays tiers et s'était installé en Belgique. Donc il y avait toute une discussion sur l'applicabilité même du droit de l'Union européenne, et puis une discussion sur est-ce que la citoyenneté européenne va aussi loin que ce que dit la Cour de justice. Alors la Cour de justice depuis a répété sa solution, en l'affinant un peu bien entendu, mais enfin elle a quand même entendu poser cette règle qui me semble moi assez forte et à laquelle je suis très, très favorable d'un point de vue à la fois juridique et symbolique, et qui est cette idée que on ne peut pas, du fait de la citoyenneté européenne, éloigner directement ou indirectement un citoyen européen du territoire de l'Union pris dans son ensemble.
Du côté de l'égalité de traitement, ensuite, là, les choses ont à nouveau évolué, cette fois dans un sens plutôt plus restrictif, parce que les grands arrêts qui ont été adoptés l'année dernière, enfin ces dernières années plutôt, les arrêts Dano, Alimanovic, Garcia Nieto, ont montré que la Cour de justice avait quand même aujourd'hui une conception un peu plus prudente de l'accès des ressortissants des autres États membres aux services sociaux, à l'assistance sociale des États vers lesquels ils étaient déplacés ou dans lesquels ils s'étaient installés. Et ici, la Cour de justice, en quelque sorte, écoute le fracas du monde et le fracas de la crise en Europe qui a conduit à une incontestable régression des systèmes sociaux, ou en tout cas à une extrême prudence des systèmes sociaux, ou en tout cas à l'encadrement de la générosité des systèmes sociaux. Alors on sait que la grande directive, la directive 2004-38, prévoit cette exception, prévoit que les ressortissants des États membres, les citoyens européens ne doivent pas devenir une charge pour l'État d'accueil, pour l'assistance sociale de l'État d'accueil, mais cette phrase-là a fait l'objet d'une interprétation qui, ces dernières années, a eu tendance à être de plus en plus rigoureuse. Et ça, c'est assez frappant de constater à quel point la Cour de justice a, disons, accompagné ce mouvement plutôt que de s'y être opposé, comme dans d'autres temps on a pu le voir. Dans d'autres temps, au contraire, la Cour de justice forçait les États à ouvrir leur système social. Là, cette période-là me semble assez fortement remise en cause. Alors évidemment, ça ne remet pas en cause les avancées fondamentales de la citoyenneté européenne et les avancées fondamentales de la libre circulation qui restent extrêmement fortes. Mais il est certain que ici, la vision de la circulation des gens dénués de ressources s'en trouve quand même assez fortement remise en cause, ou en tout cas assez fortement encadrée. On dit souvent que le pauvre, c'est l'éternel étranger. De fait, la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice tend fortement à confirmer cette affirmation, puisque si les étrangers européens ont bien le droit à la liberté de circulation, les étrangers européens pauvres, eux, restent quand même très encadrés dans leur liberté de circulation. Et c'est très frappant de constater que la Cour de justice ici va jusqu'à exporter cette solution ou appliquer cette solution dans un domaine qui est un domaine un petit peu différent, qui est le domaine de la sécurité sociale. On avait jusqu'ici deux jurisprudences très distinctes, qui étaient d'une part la jurisprudence en matière d'accès à aux prestations sociales, à l'assistance sociale, qui était entièrement fondée sur la liberté de circulation, et puis les mécanismes d'encadrement et d'harmonisation et de coordination des régimes de sécurité sociale par les grands règlements, le dernier étant le règlement 883-2004. Et on sent ici une certaine convergence pour accepter que de la part des États puissent être mises en place des conditions restrictives d'accès au régime d'assistance ou de sécurité sociale en fonction des ressources, qui est une évolution que personnellement je trouve très regrettable politiquement et très contestable techniquement, en tout cas en ce qui concerne la sécurité sociale. Le Brexit a eu une influence sur ces questions parce que, en réalité, on voit bien ici que la Cour a repris à son compte une partie de l'accord anti-Brexit, puisque on se souvient que pour essayer d'empêcher le Brexit, le Royaume-Uni avait négocié avec l'Union européenne un accord dit anti-Brexit, qui était un accord, à mon sens, extraordinairement mauvais, en ce qu'il portait atteinte vraiment au cœur de la citoyenneté européenne notamment, mais pas uniquement, mais en matière de protection sociale. Alors cet accord en plus ne servit à rien, puisqu'on sait bien qu'il n'a pas réussi à empêcher le Brexit, mais en revanche il a donné des arguments, notamment à la Cour de justice, pour adopter ces solutions, cette évolution, je crois, qui va un peu dans un sens qui est un sens proche. Maintenant, le Brexit peut-être aura une influence sur cette évolution, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il faudra évidemment ici attendre quelques années pour savoir exactement ce qu'il en est, mais on commence déjà à voir un peu
que les choses peuvent évoluer dans un sens un peu différent. Je pense ici aux négociations qui sont en cours sur la renégociation du règlement 883-2004 sur la sécurité sociale ou des discussions sur la modification de la directive 96-71, la directive sur le détachement de travailleurs salariés. Et ici, je ne suis pas sûr que la sortie des Britanniques ne soit pas, disons, de nature à améliorer un peu les choses, puisqu'on sait que les Britanniques étaient quand même extrêmement réticents de toute évolution en matière sociale. Alors ils ont été rejoints par des alliés de poids qui eux sont toujours dans l'Union européenne, mais il n'en demeure pas moins que la sortie des Britanniques peut-être va conduire à faire un peu basculer les choses. L'avenir nous le dira, mais il n'est pas interdit de l'espérer.